Après avoir exploré les spécificités de l'économie réunionnaise et ses différents indicateurs macro et microéconomiques dans une première causerie, nous poursuivons la découverte de l'économie de la Réunion en nous intéressant au système bancaire, à l'épargne et au financement des agents économiques. Le système bancaire à la Réunion est-il en bonne santé? Qui domine le marché bancaire à la Réunion? Nous discutons de ce sujet maintenant avec Philippe Narassiguin, docteur d'État en sciences économiques et grand spécialiste de ces questions maintenant. Et nous sommes donc heureux de vous retrouver pour cette causerie consacrée à l'économie de la Réunion, des grandes questions économiques, et nous allons nous intéresser au système bancaire de la Réunion, à l'épargne et au financement des agents économiques. Et nous retrouvons pour cela Philippe Narassiguin, que vous connaissez bien maintenant sur ces questions. Bonjour Philippe Narassiguin. Bonjour Christophe Pornier. Alors nous poursuivons l'exploration de l'économie de la Réunion et vous avez choisi cette fois-ci de nous présenter les spécificités du système bancaire et financier de la Réunion. Tout à fait, tout à fait. Alors, Philippe Narassiguin, comment est-ce qu'on pourrait d'abord qualifier en quoi le système bancaire est-il indispensable pour l'économie de la Réunion? Le système bancaire est indispensable pour toutes les économies modernes, naturellement. Et le système bancaire existe et les banques existent depuis des millénaires. Il est incontournable dans la mesure où si par exemple le système bancaire n'existait pas, si les banques n'existaient pas, à qui iriez-vous emprunter de l'argent? Pas à votre voisin, peut-être à votre père, à votre oncle, à votre tante, enfin, bref, vous voyez que les choses seraient extrêmement compliquées. D'autre part, le système bancaire est une organisation, c'est une entreprise comme une autre en réalité, avec des spécificités parce qu'il est fortement encadré par des lois. Et lorsque vous faites un emprunt bancaire, c'est un contrat d'emprunt, c'est un contrat de prêt que vous faites à la banque, avec toutes les normes juridiques qui s'appliquent à ce contrat. Par conséquent, s'il n'y avait pas de système bancaire, nous n'aurions pas pu financer les investissements, les achats de biens à la consommation, de biens d'équipement, les biens immobiliers, et nous n'aurions pas eu de croissance économique ni de création d'emplois. Donc vous voyez que le système bancaire, il est indispensable à toutes les économies, et il existe depuis les banquiers, en tout cas, peut-être pas les systèmes bancaires modernes tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais les banquiers existent depuis des millénaires dans de nombreux pays, notamment les pays les plus avancés. Alors, Philippe Narassiguin, avant d'aller plus loin, je rappelle que vous avez fait un MOOC spécifique sur les jeux, un cours vraiment de très bon niveau sur cette question, sur la monnaie et le financement de l'économie. Oui. Vous avez abordé cette question du système bancaire et financier en général de façon extrêmement détaillée. Ces formations sont disponibles sur le site de l'Université numérique de la Réunion, unr.unif-réunion.fr, et ces cours sont accessibles gratuitement, alors n'hésitez pas à aller les consulter, il est disponible en permanence, et donc c'est un cours d'une quarantaine d'heures, hein, donc très complet, qui avait été diffusé également sur France Université Numérique. Philippe Narassiguin, poursuivons donc. Dès maintenant et rentrons dans le vif du sujet, les établissements financiers à la Réunion, quelle est leur spécificité? Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce système, ces établissements financiers à la Réunion? Alors, d'une part, le système financier à la Réunion se caractérise par une croissance, je dirais régulière, du nombre d'établissements financiers. Dans les établissements financiers, il faut distinguer deux grandes catégories. Les banques, qui existent depuis très longtemps à la Réunion, depuis avant même les années 50. Les années 50, 5 banques par exemple à la Réunion. Et puis des établissements de crédit spécialisés, par exemple tout ce qui est crédit à la consommation, achat de biens de consommation. On ne va pas faire de la publicité ici hein, pour les marques de ces établissements. Et c'est vrai que ces établissements de crédit spécialisés se sont fortement développés depuis à peu près une quinzaine d'années. Alors, la différence, c'est que les banques collectent des dépôts à vue, ont le droit de collecter des dépôts à vue et des dépôts d'épargne, et de faire des crédits à toutes échéances. Alors que les établissements de crédit spécialisés, qu'on appelait à l'époque sociétés financières, ce sont des établissements de crédit qui ne peuvent pas collecter des dépôts de moins de 2 ans. Donc ces sociétés sont obligées, ces établissements de crédit spécialisés sont obligés d'aller emprunter de l'argent sur le marché monétaire. Mais ça, c'est un point qu'on avait vu justement lors du MOOC. C'est réglementé, c'est par la loi. C'est tout à fait réglementé. Donc c'est pour ça qu'empruntant de l'argent avec des coûts, avec un taux d'intérêt qui s'applique à ce moment-là, les prêts, les taux d'intérêt sur ces prêts sont beaucoup plus importants, beaucoup plus élevés.
que les taux d'intérêt pratiqués par les banques. Voilà ce qu'on peut dire. Comme vous le voyez, donc aujourd'hui, le nombre d'établissements financiers globalement est de l'ordre de 20, 21 hein, à La Réunion. Et bon, aujourd'hui, on est arrivé, je dirais quasiment, non pas à saturation, mais par rapport à ce qu'est l'économie locale, on peut dire que c'est un nombre tout à fait approprié. Bien sûr, si nous avions une économie exportatrice, etc., beaucoup plus diversifiée, nous aurions peut-être plus de banques, mais en l'état actuel des choses, La Réunion n'étant pas un pays exportateur, une région exportatrice, le nombre de banques est approprié à la dimension de l'économie locale. Voilà, c'est quelque chose qui se régule naturellement sur un territoire. Un territoire. D'accord. Alors, donc ce système bancaire et les établissements financiers, on a vu qu'il y a un système bancaire, donc les banques, on parlera donc des banques, avec des établissements donc, de crédit, où vous pouvez déposer, faire des dépôts. Alors, quelle est la spécificité ? Voilà, vous me posez la question sur les caractéristiques du système bancaire à La Réunion. Je dirais que c'est à peu près la même chose en France métropolitaine. Le système bancaire français dans son ensemble, et à La Réunion, la règle s'applique à La Réunion, ce système bancaire est extrêmement concentré. Si on prend les statistiques qu'on voit là sur le slide, les trois banques à La Réunion, les trois principales banques font, si on prend le chiffre 2021, 67, un peu plus de 67% du marché. Disons qu'on va dire selon les années, entre 65 et 70% de part de marché. Donc vous voyez que le système bancaire est très concentré et plus des 2 tiers des dépôts collectés pour les trois établissements, donc compte pour plus des 2 tiers des dépôts collectés et pour plus de 57% donc des crédits distribués. Donc c'est en ce sens que le système est concentré, parce qu'effectivement, peu d'établissements concentrent... Sur les 20 qu'on a cités, il y a très peu d'établissements. Les 3 établissements ont une part de marché extrêmement importante, de plus de 50% ou même de plus de 60% si on prend les crédits, les dépôts, 2 tiers des dépôts collectés et 57% des crédits distribués. Donc c'est vraiment une forte concentration du système bancaire. Donc cette part de marché, on parle de part de marché des principaux établissements, on voit qu'elle évolue dans le temps. Vous avez une série chronologique qui présente cette évolution. Tout à fait, une série chronologique qu'on peut voir. Et on peut voir aussi que les crédits consentis aux entreprises représentent 56%, 56,6%. Donc les 3 établissements font 56,6% des crédits consentis aux entreprises et 57% pour les ménages. Voilà. Donc vous voyez que cette concentration est vraiment très importante. C'est un élément qui caractérise donc le système bancaire à La Réunion. Alors, est-ce que vous avez là aujourd'hui une vision claire, justement en fonction des catégories d'établissements, de cette répartition des crédits et des dépôts? Tout à fait. Vous avez 2 types de banques dans la classification du système bancaire français. Vous avez évidemment les banques commerciales et puis les banques mutualistes notamment. Puis vous avez d'autres banques comme les établissements de crédit spécialisés ou Alors, qu'est-ce qui les différencie? On l'avait dit. Alors, les banques mutualistes, c'est un système d'organisation où il y a l'actionnaire, c'est en règle de base, c'est vraiment le sociétaire. C'est le sociétaire. C'est l'économie sociale et solidaire, on peut le dire. Je sais que vous aimez bien l'économie sociale et solidaire. Oui, mais ça rentre dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, mais à ce moment-là, elles sont totalement banques commerciales au sens où la concurrence est extrêmement dure, donc ce sont des banques comme les autres. Après, je dis toujours, je ne vais pas revenir sur ce débat, mais c'est le marché qui dicte la loi. C'est pas une subvention, ce n'est pas une dérogation, quoique ces banques, effectivement mutualistes, ont eu des dérogations importantes en matière de bénéfices des sociétés, de réserves obligatoires, etc. Ça s'est arrêté en 87, vous voyez, les dérogations qu'elles ont eues. Parce que justement, ce sont des banques pleinement intégrées aujourd'hui à l'économie telle qu'elle est. Il n'y a plus de mesures dérogatoires pour favoriser l'émergence de banques mutualistes, comme ça a été le cas par le passé. Donc, si on enlève l'élément juridique, ce sont des banques comme les autres. Ce sont des banques commerciales. Elles ont les mêmes capacités et les mêmes... Et souvent beaucoup plus d'ailleurs. Elles ont des parts de marché tout à fait considérables. On le voit par exemple à La Réunion. Quand on prend en 1980, là encore c'est le slide qu'on a là, la part des banques commerciales à la distribution de crédit était de 33%, contre 15%
en 2021. C'est-à-dire que la part des banques commerciales, on les connaît à La Réunion, hein, bon, il ne s'agit pas de les citer, Bien sûr. la part des banques commerciales a été divisée par 2, part de marché, dans la distribution de crédit. Et celle, durant la même période, 1980-2021, la part des banques mutualistes est passée de 19,5% à pratiquement 44%. Donc vous voyez que les banques mutualistes ont des moyens financiers tout à fait considérables. Après, les classer dans l'économie sociale et solidaire, je veux bien, mais bon... Oui, c'est le mode de gestion en fait qui est différent. C'est le mode de gestion, c'est tout. C'est comme les coopératives. Une coopérative, elle doit s'intégrer au marché. Hein, elle est soumise aux lois du marché. Donc je distinguerai dans l'économie les entreprises qui sont totalement soumises aux lois du marché, puis les entreprises qui, pour des raisons, par exemple, de monopole public, ne sont pas soumises aux lois du marché. Ça a été le cas pendant très très longtemps en France. Il y a les monopoles comme Air France, comme EDF, comme La Poste, enfin, toutes ces entreprises étaient des entreprises publiques non soumises aux lois du marché, d'accord, du libre marché. Après, il y a eu dérégulation par la suite, mais c'est ça en fait la division qu'il faut faire. Alors, vous précisez que les banques commerciales ont délaissé des segments de marché. À La Réunion, oui, je ne sais pas, c'était une stratégie sans doute de ces banques commerciales. Il faut interroger évidemment les responsables qui à l'époque étaient dans ces banques commerciales. Pourquoi finalement on a laissé des banques mutualistes avoir le gros du marché, c'est-à-dire même prendre la place quasiment des banques commerciales en termes de part de marché. Ça, il faudrait voir la stratégie de ces organisations. Pourquoi elles ont sacrifié des parts de marché en se disant ça c'est pas intéressant, peut-être le secteur des PME, des toutes petites entreprises n'est pas intéressant, donc on délaisse, mais à force de délaisser, on se retrouve effectivement avec des chiffres qu'on a là au tableau en termes de part de marché dans les distributions des crédits, par exemple, vous voyez, divisé par 2. Et pareil, la part des banques commerciales qui était de plus de 63% en 1980, dans la collecte des dépôts cette fois-ci, elle tombe à 43,9%, donc il y a une régression quasiment de 20 points. Alors donc là, de la même façon, vous avez... Pareil, pour les banques mutualistes, la part passe de un peu plus du tiers, 34,6%, à 65,9%. Donc vous voyez que là, ces banques ont délaissé en se disant « Ah bah oui, ces secteurs ne sont pas rentables, ce ne sont pas de bons clients, il y a toujours des faillites d'entreprises. » Alors évidemment, et puis c'est vraiment là le rôle du chef d'entreprise qui décide en disant je sacrifie tel ou tel segment de marché, ou alors je ne prends que les bons clients. Mais le problème, c'est que si vous prenez que les bons clients, les petits clients iront ailleurs. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Et donc les petits clients sont allés ailleurs. Ces petits clients ont eu des difficultés, mais ils ont été accompagnés par les banques mutualistes qui étaient beaucoup plus agressives sur le marché. Donc, par exemple, je prends des cas concrets parce que souvent le téléspectateur veut avoir des exemples concrets. J'imagine qu'en termes de crédit de trésorerie, par exemple les découverts bancaires, les banques mutualistes ont peut-être été beaucoup plus flexibles. Ce qui faisait que la conséquence, c'est qu'il y avait beaucoup moins d'interdits bancaires, de rejet de chèques, de rejet de... Elles avaient une préoccupation sociale et solidaire, c'est le cas de dire, pas forcément. Elles ont vu que finalement c'était beaucoup plus rentable de jouer sur le long terme. Jouer sur le long terme, parce que la stratégie, c'est ça en fait, c'est la stratégie. Est-elle gagnante? Ils auraient pu perdre aussi. Long terme et puis sur le nombre de personnes aussi, puisque là... Et sur le nombre de personnes. Donc vous voyez que c'est pas forcément parce que... regardez la Banque Postale par exemple. La Banque Postale, c'est récent. C'est pas forcé. Je connais pas la stratégie de la Banque Postale, mais c'est pas forcé que ils se disent on va accompagner les petits nécessairement. Ces banques mutualistes pour certaines sont devenues des géants. Voilà, des géants qui jouent dans la cour des grands, par exemple, si on reste uniquement sur le plan européen, qui jouent déjà dans la cour des grands, qui sont cotés en bourse. Donc est-ce que vous connaissez beaucoup d'entreprises d'économie sociale et solidaire qui sont cotées en bourse? À mon avis, il y en a très peu. À part les banques. À part les banques. Les assurances aussi, peut-être, certainement. Oui, bon. Après, on peut généraliser. Revenons-en à cette série chronologique, justement, que vous proposez. Vous avez un tableau qui présente cette évolution depuis 1980, les départs donc, entre les distributions de crédit et les collectes de dépôts, entre justement ces types de banques et d'établissements. Oui, tout à fait. Là, il y a un tableau qui résume bien ce qui était dit auparavant. Et donc, les gens peuvent se référer uniquement à l'année 2021. Regardez effectivement qu'en millions d'euros, 28 milliards de distribution de crédit, c'est colossal. On était simplement à 910 millions en 1980. C'est-à-dire qu'en 40 ans, le fait d'avoir, on le verra par la suite,
le fait d'être rentré dans un processus de bancarisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque ménage, chaque entreprise a au moins un compte, même peut-être 2 comptes dans 2 banques différentes, ben, ça a conduit à l'explosion, bien sûr, de la distribution de crédit, avec l'élévation du pouvoir d'achat, l'élévation du niveau de vie, et on a eu en même temps l'explosion de la distribution de crédit. C'est tout à fait incroyable. Hein. 1980, même pas 1 milliard d'euros. C'est colossal. On arrive 40 ans après 30, avec quoi. 28, ouais, disons 30 pratiquement. Multiplié quasiment par 30. Ouais. Quasiment par 30. Hein. Avec là encore, on retrouve les parts de marché. En 30 ans, multiplié par 30 en 30, en 30 ans. En 40 ans, pardon. Collecte des dépôts, 19 milliards. Donc vous voyez que là aussi, 570 millions en 1980. Et là, on a multiplié par plus de, j'ai pas les chiffres, mais par plus de 30 ou 40, je sais plus, la collecte des dépôts. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une économie de la Réunion qui a ce besoin, hein, parce que si on parle de crédit, on parle de dynamisme économique aussi. Bon, ça veut dire que derrière, il y a de l'investissement, il y a des ménages qui consomment, c'est quand même symptomatique d'une économie qui marche bien. On va pas dire les choses Pas tout aussi, à fait pareilles, ouais, voilà. parce qu'on va dire, évidemment, quand on rentre, disons, dans un système où il y a beaucoup d'aide sociale, par exemple, plus il y a d'aide sociale, plus les gens font du crédit à la consommation. Ah, d'accord. Donc c'est pas forcément c'est pas un indicateur forcément de non, bonne ce que je santé. veux dire, ça n'agit pas forcément positivement sur le secteur productif. Ça peut même le pénaliser parce que vous importez quasiment tout ce que vous consommez. Donc là, je dirais que c'est contrasté. On va dire que d'un côté, effectivement, l'accès au crédit a été facilité, notamment pour les PME. Ça, c'est incontestable. Et ces petites PME ont su donc profiter de cette bancarisation, du fait que les banques soient vraiment des banques, on soit dans un système véritablement concurrentiel, qui n'est pas de monopole, justement. Et là, ça a joué en faveur de l'économie de la Réunion. Par contre, on verra une image beaucoup plus, je ne dirais pas négative, mais contrastée par la suite, en matière de crédit à la consommation. Hein, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce schéma pour bien montrer que l'économie de la Réunion a 2 visages en réalité. C'est une société, on l'a dit la dernière fois, où la consommation est importante parce qu'on importe beaucoup et parce qu'on a les moyens de payer les importations, parce qu'il y a du pouvoir d'achat, tout simplement. Et donc, là, c'est le côté un petit peu négatif, parce que le système productif aussi, il est perdant, quelque part. Et puis, de l'autre côté, oui, l'autre visage, là, les entreprises sont dynamiques. Et on a vu qu'il y a une diversité des entreprises à La Réunion dans quasiment tous les domaines. Et ça, c'est le bon côté des choses. C'est le bon côté des choses. Alors, Philippe Narassiguin, donc ces établissements financiers, ces banques ont besoin de personnel, de compétences, du capital humain dont on parle régulièrement. Tout à fait. Donc, comment a-t-il évolué donc, sur ces périodes? Alors là encore, on voit que l'emploi est quand même stable à La Réunion. Même si on prend l'année 1995 sur le tableau, 1700, un petit peu plus de 1700 emplois. Aujourd'hui, 2021, un peu plus de 2400 emplois. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas eu de recrutement massif qui a été fait par les banques, les établissements financiers, que ce soit banque mutualiste, banque commerciale ou autre banque. D'accord ? Ça, c'est le point à retenir. Deuxième point, il y a eu une amélioration du taux d'encadrement. Incontestablement, la formation du personnel dans les banques est meilleure. On le voit d'ailleurs. Quand on discute avec un jeune banquier, il connaît tous les produits, il a bien appris ses leçons, quoi, en quelque sorte. Donc il a vraiment intégré tous les codes de la banque. Il y a le métier de la banque qui est déjà entré en lui. Après, il y a la pratique bancaire lorsqu'évidemment il est employé en banque. Mais le niveau de formation s'est nettement amélioré. Donc voilà les 2 aspects. D'un côté, stabilité de l'emploi, pas de fort recrutement, dans la mesure où, en plus, il y a une stabilité des banques, du nombre de banques, mais amélioration de l'encadrement. De l'encadrement, et probablement grâce à l'Université de la Réunion, puisqu'il y a Tout à fait, il y a aussi une filière qui est la filière monnaie, banque, assurance, je ne sais plus, et qui forme des jeunes dans les domaines bancaires et des assurances. Alors, on parlait tout à l'heure effectivement de cette évolution. Alors, vous parlez de l'évolution de la bancarisation. Est-ce qu'on pourrait définir cette question de la bancarisation? Alors, c'est quoi la bancarisation? C'est un terme un petit peu compliqué pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de bancarisation, notamment, y compris les jeunes à l'université qui regardent nos cours, et ils sont nombreux. C'est un processus, tout simplement, qui conduit la quasi-totalité d'une population donnée à disposer d'un compte bancaire. Ménage et entreprise. Les 2 en même temps.
Donc vous voyez que si on prend le nombre de comptes par habitant, il est très très faible, 0,3 par habitant, en milliers, pour 1000 habitants, et 140 000 comptes bancaires simplement en 1970. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on tourne autour de 2 millions de comptes bancaires, donc ce qui est vraiment considérable. Donc, ce processus qu'on appelle la bancarisation a été régulier, et d'une économie très peu bancarisée, on est passé à une économie très bancarisée. Donc, ce qui explique peut-être les chiffres donc, du coup, qui ont été présentés précédemment, notamment avec le développement rapide des crédits, des banques mutualistes, des collectes de dépôt, de l'épargne, etc. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que l'emploi a assez peu progressé. Alors, c'est vrai qu'on a une série chronologique qui démarre en 1995, au regard par exemple, du nombre de prêts, enfin de crédits, pardon, la quantité de crédits et le volume en euros de crédit qui a évolué de façon considérable. On a vu tout à l'heure presque par 30, multiplié par 30, 910 millions à 28 milliards. Oui, parce qu'en fait, les banques se sont beaucoup informatisées. Donc aujourd'hui, les crédits sont standardisés. C'est-à-dire, la banque fait un crédit. La personne qui vous distribue le crédit n'a pas à faire tous les papiers, bien évidemment. Sinon, on aurait eu 3 fois plus de monde. Aujourd'hui, c'est le service production des banques, qui est ce qu'on appelle le back-office, en fait, dans les banques. Donc la productivité est aussi améliorée grâce à l'arrivée du numérique, en fait. On le verra par la suite. On le verra par la suite. Elle a été améliorée déjà à ce niveau-là, c'est au niveau de la production des crédits, ce qu'on appelle la partie back-office, administration, technique, etc. Donc là, c'est vraiment les banques. Il y a même un secteur d'activité dans le monde qui a profité totalement de l'informatisation, c'est quand même le secteur bancaire, et on le verra encore plus par la suite. Alors justement, comment se décline cette évolution de la bancarisation Alors, si on prend effectivement... On a un tableau là qui vraiment... On a un tableau qui est très... très explicite. Très explicite, très parlant, si on peut dire. C'est que si on prend le détail des comptes bancaires, nombre de comptes en 2021, on va dire un peu plus de 850 000 comptes bancaires, 858 000. Les dépôts à terme, bon là c'est quand même une clientèle sélective, hein, ceux qui ont les moyens de faire des dépôts à terme de long terme, de 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis surtout les montants sont quand même beaucoup plus importants. Et puis vous avez la part des comptes se livrer, là il y a plus d'1 million de comptes se livrer. Vous voyez, c'est l'épargne en fait, avec livret A, livret ordinaire, livret jeune, livret d'épargne populaire, de développement durable et solidaire, etc. Les comptes d'épargne logement, les plans d'épargne logement et les plans d'épargne populaire. Donc vous voyez que là, au niveau de l'épargne, ce sont les comptes se livrer qui se taillent la part du lion. Plus de 858 000 comptes bancaires au total à La Réunion. Et on peut dire que finalement l'évolution n'a pas été spectaculaire. Si on prend les 20 dernières années, ce n'est pas une multiplication par 30, hein, c'est loin de là. Hein. Si on prend l'année 2001 par exemple, compte se livrer près de 900 000, année 2021, compte se livrer 1 million. Donc vous voyez que c'est régulier, mais bon, ce n'est pas exponentiel. Ce n'est pas une croissance exponentielle des comptes. Après là, rapidement, pour terminer sur ce tableau, il y a l'encours moyen. L'encours moyen par type de dépôt. Par exemple, alors je pense que l'année 2021, il y a une petite, je ne dirais pas anomalie, mais c'est peut-être dû aussi cette importance des dépôts à vue, 11 000 euros par compte bancaire. C'est sans doute les prêts garantis par l'État, contractés par les entrepreneurs individuels qui ont fait qu'effectivement, dans la période Covid, on a eu cette augmentation importante il faudrait creuser un petit peu de l'emploi moyen par compte bancaire. Hein. Sinon, si on prend un compte se livrer, globalement, la moyenne du livret A, c'est, si on prend juste, pour donner juste une idée, c'est un peu plus de 2600 euros. En moyenne, un Réunionnais a 2600 euros sur son livret A. Puis après, vous voyez, pour les autres, livret jeune, etc. Le livret jeune, c'est 407 euros en moyenne, un jeune. Puis livret d'épargne populaire, compte d'épargne logement et plan d'épargne logement beaucoup plus, parce qu'effectivement, là, les gens se disent qu'un jour ou l'autre, ils vont contracter un emprunt immobilier. Donc, on se sacrifie un peu plus pour mettre de l'argent de côté, notamment sur les plans d'épargne logement. D'accord ? Alors, donc les systèmes, les banques, aujourd'hui, ont besoin de se rémunérer. Donc, on a des revenus donc, des banques. Comment est-ce que les banques
produisent du revenu, comment est-ce qu'ils gagnent finalement de l'argent? Alors, les banques ont des revenus parce qu'évidemment, elles distribuent des crédits, donc elles encaissent des intérêts. Ça, c'est vraiment le premier revenu bancaire, ce sont les intérêts perçus sur les crédits distribués. Mais les banques paient aussi des intérêts, mais là, on va le voir par la suite plus en détail, c'est quand même beaucoup plus faible. Les intérêts notamment versés sur les dépôts d'épargne. Voilà, donc là, en fait, pour rappeler un petit peu pour les personnes qui auraient suivi, on est bien sur les banques de second rang. Les banques de second rang, la marge d'intérêt, c'est ça, c'est les intérêts reçus, perçus par les banques, moins les intérêts versés, notamment sur les dépôts d'épargne, par exemple. Bon. Si on veut avoir un schéma très clair pour les personnes. Après, effectivement, on voit qu'en 90, la banque, c'est la banque traditionnelle, c'est-à-dire le métier de banquier, c'est vraiment de prêter de l'argent. 83% du produit net bancaire, donc des revenus. Pour ceux qui ne le savent pas, le produit net bancaire, ce sont les revenus des banques. Voilà. Parce qu'on ne calcule pas le chiffre d'affaires. C'est un petit peu plus compliqué au niveau de la banque. On calcule un produit net bancaire qui n'est pas le chiffre d'affaires des entreprises. À ne pas confondre, puisque le PNB... Ouais, le PNB n'est pas le chiffre d'affaires. On peut calculer le chiffre d'affaires, mais il y a un mode de calcul différent. Et puis, vous voyez, les commissions nettes facturées, 4 millions, un peu plus de 4 millions 600 000 euros. Ça faisait 3% simplement du produit net bancaire. 83% pour la marge nette sur intérêt. Puis quand on arrive à 2021, là, tout s'inverse, si on peut dire. La marge nette sur intérêt est de moins de 50%, donc le revenu tiré des intérêts bancaires, moins de 50% revenu des banques. Et puis les commissions, là, c'est jackpot pour les banques. Commissions nettes facturées, ça passe de 4,6 millions à 71,3 millions d'euros. De 3% de part de marge de part dans les revenus des banques, ça passe, les commissions nettes représentent aujourd'hui 15% du produit net bancaire, ce qui est considérable. Les services financiers, vous voyez, 0% de services financiers. En 1990, 0%. 17% en 2021. Donc si on totalise simplement les commissions nettes plus les services financiers, ça fait 32%, qui est colossal. Donc là, c'est quoi? Les gens se disent beaucoup, ouais, mais les commissions, les banques prennent beaucoup de commissions, elles ont réorganisé leur travail, mais il y a aussi un deuxième effet qu'on ne voit pas. C'est que nous, quand on allait en 1980, même début 90, faire des virements, il fallait aller à la banque, faire son virement bancaire, dans les heures d'ouverture. Et puis tout le monde faisait la queue. Les gens de notre génération se rappellent de cette queue qu'il y avait dans les banques, où il fallait attendre son tour pour faire le virement bancaire à quelqu'un chez qui on avait acheté une marchandise, ou chez son créancier, on va dire de façon générale. Là, changement de décor. Aujourd'hui, la banque travaille non pas de 8h à 16h30 ou 17h, la banque travaille 24h sur 24. C'est-à-dire qu'avec l'informatisation, les ménages, les entreprises, les particuliers font des virements à tout bout de champ. Ah, vous avez oublié de faire vos virements, à minuit, vous faites le virement bancaire pour que demain matin ou dans les 48 heures, ce soit sur le compte que vous voulez, de votre compte bancaire, ce qu'on appelle les virements intra-bancaires, de compte à compte, où vous voulez un peu plus d'argent sur votre livret A, ou sur votre compte sur livret, vous débitez votre dépôt à vue, vous le faites, vous passez de l'argent directement sur votre compte sur livret, ou alors l'achat d'un bien de consommation, etc. Peu importe la prestation de service, le coaching par exemple, vous prenez un coaching à distance, là, vous débitez, votre compte est débité, vous faites le virement. Donc vous voyez qu'il y a eu des millions d'opérations, l'informatisation a vraiment donné à la banque, c'est le jackpot. C'est-à-dire, il n'y a aucune... Quand je faisais cours à l'université, la partie traditionnelle, si on peut dire, de l'université de La Réunion, en présentiel, je leur demandais quelle est l'entreprise qui travaille 24 heures sur 24 et qui n'est pas en 3-8. Parce que vous avez des entreprises qui sont en 3-8, mais en 3-8, ça demande du personnel. Il faut renouveler toutes les équipes intégralement pour faire du travail en 3-8. Donc, là, la banque, c'est 8 heures de présence, on va simplifier, 8 heures de présence du personnel et 16 heures de travail d'informatique invisible. Donc les revenus de banque sont invisibles. Il y a eu une vraie... C'est jackpot. Ils ont saisi l'opportunité, c'est vrai que ces outils sont extraordinaires. Vous-même, vous faites un virement le soir, après avoir regardé peut-être la télé, après avoir fait du sport, ah oui, il faut faire ce virement, vous le faites à la gestion bancaire à 11h30 du soir, à 23h, à 24h, ou à 1h du matin, peu importe, mais toute la nuit, ça fonctionne. Et c'est un 3-8 sans personnel.
pendant 16 heures. Ce qui explique le peu de développement, effectivement, de l'emploi dans le secteur. Et donc, on revient à la question de tout à l'heure. La question de l'emploi. J'avais dit qu'on allait le voir, c'est ce point-là que justement je voulais faire sortir. Et puis, n'oubliez pas, les autres produits divers, alors je sais pas, à mon avis, c'est tout ce qui est aussi gestion patrimoniale, actions, obligations, titres. Là encore, il y a des commissions qui sont prélevées par les banques. Si on peut revenir sur le tableau juste avant, pour le terminer, 18%. Donc, si vous ajoutez commission nette facturée, services financiers, autres produits divers, ça fait quand même un paquet. On se retrouve donc avec une marge d'intérêt qui est devenue minoritaire dans le revenu des banques. Oui. Voilà. Alors justement, cette marge d'intérêt, comment elle se décompose, cette marge des intérêts? Je l'ai dit, différence entre les intérêts perçus par les banques et les intérêts versés par ces dernières, notamment par exemple sur les dépôts d'épargne. Et ces intérêts sont versés par les ménages et les entreprises lorsqu'ils contractent des crédits bancaires. Et voilà ce qu'on peut dire. Parce que vous avez les emprunts. Et puis, alors, les emprunts. Et puis après, là, on va pas refaire. Vous avez un tableau. Là, c'est vraiment le cours, le gros cours de monnaie, banque et financement de l'économie. C'est un cours complet. Mais ça, c'est juste pour préciser aux gens qui regarderaient éventuellement le cours, si vous avez les emprunts interbancaires, les taux d'intérêt versés entre les banques, etc. Mais là, on rentrerait dans les aspects trop techniques relatifs à la politique monétaire. Enfin bref. Donc tout ça, on n'en parle pas. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la décomposition de la marge intérêt. Alors la marge d'intérêt des banques, il semblerait qu'elle ait continué à augmenter malgré la baisse des taux. Oui, parce qu'en réalité, les banques se sont toutes... la concurrence a porté de façon très agressive sur un segment de marché, l'immobilier. Donc on avait des taux à 1%, 1,5%, 1,2%. Par contre, elles ont continué, malgré la politique monétaire non conventionnelle, le taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale Européenne était de 0%, elles ont continué à prêter à 5-6% sur les prêts personnels, sur les crédits à la consommation. Donc en fait, en réalité, là, c'est encore une fois... vous avez un tableau d'ailleurs qui présente ça très bien sur la diapo suivante. Ouais. Voilà, vous avez tout là-dessus. Vous avez donc cette décomposition de la marge d'intérêt qui a continué à augmenter malgré la baisse des taux. Alors, évidemment, les banquiers râlent, mais bon, honnêtement, même si effectivement la marge d'intérêt a un peu souffert ou n'a pas explosé plus exactement, elle a continué à progresser. On le voit ici à La Réunion. Si on prend simplement les dernières années, entre 2015, 267 millions d'euros et plutôt, elle a un peu diminué, c'est vrai, mais après, ça s'est stabilisé autour de 230 millions d'euros. Mais il n'y a eu qu'une année vraiment où la marge d'intérêt était importante, c'est l'année 2010-2015. Après, ça s'est stabilisé autour de 230 millions d'euros, on va dire. Donc, il y a eu un rattrapage sur les autres crédits. Donc, c'est vrai que globalement, ça a un peu diminué si on prend les années fastes, on va dire. Mais dans l'ensemble, les banques se sont quand même bien tirées. Et nous avons, fort heureusement d'ailleurs, ce n'est pas une critique, on a un système bancaire qui est sain. Alors justement, c'est des questions que j'allais vous poser. Donc, conclusion, puisque nous arrivons au terme de cette première partie. Le système bancaire à La Réunion, c'était une des questions de l'introduction de cette émission. Est-il en bonne santé? Oui, il est en très bonne santé. Il vit bien. Alors, je n'ai pas toutes les statistiques, parce qu'il faut voir les créances douteuses, le coût du risque, etc. C'est vrai qu'il y a un peu de coût du risque. Ça, c'est normal, c'est le métier qui veut ça. C'est-à-dire les emprunteurs qui n'arrivent plus à rembourser les crédits. Donc ça, c'est passé en provision. Comme en comptabilité, quand on fait une perte, on passe en provision pour risquer charge. Mais sinon, globalement, quand même, le système bancaire est bien géré, malgré des risques liés au métier. Mais comme en tout métier, il y a quand les entreprises font du chiffre d'affaires, il y a une part du chiffre d'affaires qui n'est pas payée, malheureusement. L'essentiel, c'est que ça reste autour de 2%, 1%, 2%. Il y a d'autres chiffres que je n'ai pas mis ici, notamment sur le coût du risque. Voilà. Philippe Narassiguin, merci. Nous allons clore donc cette première partie et donc donner rendez-vous pour une deuxième partie qui sera consacrée à l'épargne et au financement des agents économiques. Et je pense qu'on découvrira d'autres facettes, effectivement, de ce périmètre financement de l'économie réunionnaise. À très bientôt. À bientôt.